Cette conférence sera présentée par Assad Zougaïb, responsable scientifique au CES Mines Paris Tech. Elle a été préparée également par Karim Besbes, doctorant CIFRE Mines Paris Tech et également donc chez EDF Recherche et Développement. Malheureusement, il a eu un empêchement pour aujourd'hui, donc cette conférence sera présentée uniquement par Monsieur Zougaïb, mais elle a été aussi donc préparée par Monsieur Besbes. Assad, vous êtes docteur en énergétique, vous avez une activité de recherche au sein du CES axée autour de l'optimisation énergétique des systèmes thermiques et thermodynamiques et à l'évaluation de leur impact environnemental. Vous encadrez des dizaines de thèses sur la thématique de l'efficacité énergétique des systèmes, notamment les procédés industriels. Et votre groupe de recherche développe et maintient la plateforme d'intégration énergétique CERES. Je vous laisse donc la parole pour cette intervention sur les méthodes pour l'efficacité énergétique des procédés industriels. Merci Donatienne. Donc bon, petite précision, des dizaines de thèses, ça fait beaucoup. Un peu moins que la dizaine, c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, le sujet d'aujourd'hui, c'est vous présenter une méthodologie pour l'efficacité énergétique des procédés industriels. Donc, il s'agit d'une démarche originale qu'on développe qui permet d'aller de l'audit énergétique avancé jusqu'à l'innovation technologique et donc concevoir des solutions pratiques qui fonctionnent. Et donc, ce travail aussi est l'illustration même de la collaboration entre laboratoires de recherche et entreprises, puisque la partie exemple d'application qui sera présentée en deuxième partie fait l'objet d'une thèse CIFRE entre le laboratoire et EDF R&D. Et donc EDF portera, on va dire, les fruits de ce travail-là vers une application industrielle de plus grande échelle. Donc, pour commencer, je vais un peu planter le décor. Bon, je pense que c'est plus un secret pour vous, le pourquoi. Bon, il s'agit à la fois de répondre à une double contrainte. Donc, on a de moins en moins de ressources disponibles. Et puis, on est face à des problèmes de dérèglement climatique qui nécessitent une réponse forte. Donc, une partie de la réponse, c'est les engagements volontaires des États, l'Union européenne et la France étant pionniers dans ce domaine. Et donc, on peut citer le plan 3x20 donc, qui est défini comme cible pour la France. C'est 20% d'ENR, 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, et surtout 20% d'efficacité énergétique. Et donc c'est sur ce sujet-là qu'on va s'intéresser. Et donc pour regarder un peu le panorama énergétique en France, on peut voir la répartition de la consommation d'énergie finale en France depuis les années 70 jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est tracé par sectoriel de consommation. On peut voir déjà deux constats. La consommation énergétique finale a cru en France entre les années 70 et les années 2000. Et puis, on voit que les efforts commencent à porter leurs fruits à partir des années 2000, où on voit une stagnation, je ne dirais pas une baisse parce que ce n'est pas significatif, mais une stagnation de la consommation, ce qui est déjà un bon indicateur. On voit aussi, si on se focalise sur la part qui diminue le plus fortement, c'est l'industrie. On peut expliquer ça par deux manières. Il y a la désindustrialisation de la France qui est un fait, il faut le reconnaître, mais aussi et surtout un effort important par le secteur industriel pour améliorer son efficacité énergétique. Et ça aussi, c'est une vérité. Donc vous allez me dire pourquoi continuer à s'intéresser à l'industrie alors qu'elle a déjà fait des efforts et que c'est vraiment le secteur qui a le plus évolué.
Eh bien, l'industrie, c'est un ensemble d'opérations à très haute intensité énergétique. C'est souvent beaucoup d'énergie consommée sur un territoire qui est très restreint. Donc, une opération d'efficacité énergétique qui cible l'industrie permet d'attaquer un gisement d'économie qui est très important par une opération unique. C'est à mettre en face, par exemple, du secteur du bâtiment ou du tertiaire, où il s'agit de réaliser peu d'économies en valeur absolue localement, mais sur beaucoup d'unités pour atteindre l'objectif. Donc ici, une opération, beaucoup de gains en absolu. Pour le bâtiment, il faut développer des technologies, les disséminer pour obtenir le même résultat. Donc tout ça a conduit le législateur à imposer, on va dire, des réglementations qui vont dans ce sens-là, d'où l'obligation d'audit, donc qui est une directive européenne qui a été traduite en droit français et donc qui vise toutes les industries ayant plus que 250 salariés avec des critères de chiffre d'affaires et de résultats. Et l'audit doit couvrir au moins 80% de la facture énergétique de l'industrie. On peut voir l'audit de deux manières. On peut le voir comme une nouvelle taxe. Il faut payer un audit tous les 5 ans. C'est une charge pour l'entreprise. Si je n'ai pas le temps de m'en occuper, je vais payer quelqu'un pour me faire un rapport qui va dormir dans un tiroir et je vais chercher celui qui va me facturer le rapport le moins cher parce que c'est une taxe, c'est une obligation. On peut le voir aussi comme une opportunité en disant, bon, je vais peut-être prendre le temps ou en tout cas m'intéresser à ce que me coûte mon procédé en énergie et donc profiter de cette obligation pour réaliser des vrais gains énergétiques. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont raisonner par le premier raisonnement, c'est-à-dire payer le moins cher possible l'audit pour se débarrasser de cette contrainte réglementaire. Mais il y en a certains qui vont profiter. Le but du jeu, c'est de former des ingénieurs, des gens, et apporter aussi des outils informatiques, des outils méthodologiques, permettant à ceux qui veulent vraiment saisir l'opportunité d'être capables de le faire, et éventuellement prêcher aussi pour que les, entre guillemets, vendeurs d'audit fassent un travail un peu plus responsable que des audits, on va dire, au rabais. Donc, j'accuse personne. Hein. Après, c'est un marché qui va prendre forme et dans lequel il y aura le low cost et puis il y aura le très cher. Donc, avant de dérouler la méthodologie qu'on propose, il faut toujours garder en esprit qu'un industriel, il n'est pas là pour s'amuser et consommer de l'énergie. Il ne fait pas ça pour le fun. L'industriel, son objectif, c'est de transformer un produit pour lui donner une certaine qualité qui soit intéressante pour le consommateur et que produire avec une certaine cadence pour respecter, on va dire, des critères économiques qui lui permettent d'exister. Donc, pour réaliser ce produit à la qualité voulue, il faut choisir un procédé qui le permet. Ce procédé va engendrer des effluents, des rejets énergétiques, des rejets matières. Et pour tourner, un procédé a besoin d'énergie et de matières diverses et variées, de l'eau, des gaz comprimés, ainsi de suite. Et donc, il s'agit d'utilité. Bien entendu, dès qu'on a des rejets et des effluents, on peut saisir l'opportunité de récupérer ces effluents, et donc d'où les technologies de valorisation de chaleur qui doivent être au cœur de la réflexion. Donc, une fois qu'on a défini le problème de cette façon, la première question qu'on peut se poser, c'est, avant tout, puisque le produit est au cœur, quelle est la consommation
d'énergie minimum nécessaire pour réaliser la transformation. Donc là, on est vraiment au niveau du produit, on regarde qu'est-ce qu'il faut. Et une fois qu'on a compris ça, comment réduire, pour essayer de tendre vers cette valeur-là, les besoins énergétiques du procédé et donc optimiser les coûts énergétiques de l'industriel. Donc, la méthodologie qu'on propose, elle est de 4 étapes. La première étape, c'est le constat. C'est en gros, que vaut la solution existante, c'est l'audit énergétique. La deuxième étape, c'est un peu en opposition, quelle est la cible théorique. C'est jusqu'où je peux aller sans raconter des salades. Une fois qu'on a ces deux extrêmes, on va ajouter des contraintes technologiques, des contraintes pratiques, voire des contraintes économiques, et on va distiller à partir de tout cela un ensemble de solutions qui vont être hiérarchisées par coût, par faisabilité, par maturité technologique, et donc ça nous conduit à planifier dans le temps comment le procédé doit évoluer pour atteindre une certaine cible. Donc, avant tout, comme je l'ai dit, un procédé, ça sert à transformer un produit, et donc il y a un ensemble d'opérations qui constituent ce procédé. Ces opérations unitaires répondent à une étape de la transformation. On peut avoir de la distillation, de la concentration, de la cuisson, du traitement thermique, enfin, toutes sortes d'opérations. Pour chacune des opérations, il s'agit de déterminer l'énergie nécessaire pour l'opération. Et donc, pour cela, on a besoin de faire appel à des méthodes thermodynamiques pour d'abord comprendre la transformation, hein, c'est la recette, entre guillemets, et de réaliser des analyses énergétiques et exergétiques pour comprendre l'énergie minimale requise pour cette transformation. Et donc, tout ceci peut être applicable sur un procédé existant, aussi bien sur un procédé en conception, et surtout nécessite une très forte collaboration avec l'industriel, puisque le but du jeu n'est pas de se substituer à l'industriel. On ne prétend pas connaître tous les procédés du monde ni toutes les recettes du monde. Et donc, le but du jeu, c'est d'accompagner l'industriel dans sa démarche. Et donc, c'est lui qui connaît son produit, c'est lui qui connaît la recette, et c'est lui qui maîtrise la qualité de son produit. Et donc, il s'agit d'un dialogue fort avec l'industriel qui doit coopérer, par définition. Une fois qu'on a compris ça, on va s'attaquer à l'audit énergétique qui doit absolument, en fin de compte, aboutir au synoptique du système de production. C'est-à-dire on doit être capable de détailler chacune des opérations et de la chiffrer. Donc, on va essayer de relever des données sur chacune des opérations unitaires. Souvent, il est beaucoup plus simple d'aboutir, ou d'obtenir les relevés globaux de l'usine. On peut toujours essayer de vérifier si on arrive à retrouver nos billes. La plupart du temps, non. Donc, ça conduit souvent à un synoptique partiel. Et puis, une fois qu'on a ce synoptique partiel, est-ce qu'on se contente de ça ou est-ce qu'on va plus loin? Pour aller plus loin, il faut réaliser des simulations, des calculs. Il faut demander des mesures complémentaires. Ces mesures complémentaires nécessitent d'intervenir sur le procédé, donc ça a un coût. En fonction des choix qu'on fait, on va mesurer avec plus ou moins de précision. Donc c'est un compromis entre le coût, la précision et une troisième dimension qui est l'accessibilité. Donc certaines grandeurs ne sont pas accessibles pour être mesurées, donc il faut être capable de les estimer. Et donc au bout du bout, la cible, c'est d'obtenir un synoptique complet. On ne l'a jamais, hein, en pratique. Il nous manquera toujours 5, 10, 15% de la consommation qu'on ne retrouve pas. Mais il faut essayer de tendre vers l'information la plus complète possible. Donc une fois qu'on a ça, on connaît l'état actuel du système. Ensuite,
il s'agit de définir en opposition, on va dire, la cible théorique. Jusqu'où on peut aller sans, on va dire, vendre du rêve ou sans violer le second principe de la thermodynamique, sans inventer le mouvement perpétuel, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs méthodologies disponibles qu'on va utiliser simultanément. La plus célèbre, c'est la méthode du pincement qui permet de représenter les opérations thermiques du procédé d'une façon agrégée, sous forme de courbes composites. Donc, ce qu'on voit ici en rouge, c'est toutes les opérations dans lesquelles on va refroidir les produits. Et donc, on va agréger les besoins par niveau de température et par puissance. Et donc, on obtient cette courbe brisée qui est la courbe composite chaude. Et en opposition, on a les opérations qui doivent être réchauffées, donc en bleu. Et donc, c'est construit de la même façon. Si on se fixe un écart de température minimum faisable technologiquement, on peut remarquer qu'on a une zone qui est le recouvrement de ces deux courbes. Donc, cette zone-là, c'est une zone où l'énergie peut être échangée entre des opérations chaudes qu'on doit refroidir, enfin entre des produits chauds qu'on doit refroidir et des produits froids qu'on doit réchauffer. Donc cette énergie-là, en théorie, ne doit coûter que l'installation d'échangeurs de chaleur. On peut aussi représenter le procédé par ce qu'on appelle la grande courbe composite, donc qui est le schéma qui est là. Donc, il s'agit d'une transformation des courbes de gauche en calculant par niveau de température le besoin net d'énergie. C'est-à-dire, on retranche ce qui est disponible de ce qui est demandé et on obtient le bilan net. Ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est qu'elle scinde le procédé en deux morceaux. On a le point de pincement qui est là, c'est l'endroit où on avait l'écart le plus faible entre les deux courbes. Et donc, au-dessus de ce point de pincement, dans cette zone-là, on a les opérations qui sont déficitaires en énergie d'un point de vue net. C'est-à-dire qu'ici, on doit apporter de la chaleur, et ici, on doit retirer de la chaleur, donc apporter du froid. Donc, une fois qu'on a représenté le procédé de cette façon-là, on peut déduire directement par lecture graphique quel est le besoin minimum en termes d'utilité chaude, de chaudière ou toute opération qui apporte de la chaleur. Et on peut lire aussi graphiquement quel est le besoin net de refroidissement. Donc, ces deux grandeurs définissent notre cible théorique en termes de besoins énergétiques totaux. Bon, maintenant, on peut aller plus loin. On peut regarder le procédé comme suit. La zone rouge, c'est la zone de chauffage, la zone bleue, c'est la zone de refroidissement. Mais on voit très bien que si on apporte, par exemple, de la chaleur par de la vapeur à 140 degrés, ici, on assure tous les besoins du procédé, mais on voit que la zone hachurée rouge, elle est assez grande. C'est une image de l'inefficacité exergétique, c'est-à-dire c'est l'image de la destruction de la qualité de l'énergie dans le procédé. On peut envisager de faire ceci, c'est-à-dire on a ici un réseau vapeur à 100 degrés et ici un réseau vapeur à 140 degrés, et donc de cette manière-là, on a réduit la zone hachurée et donc on a amélioré l'utilisation de l'énergie. Vous allez me dire comment. On va voir sur le côté droit comment on peut profiter de cette visualisation pour mieux utiliser l'énergie. On va définir déjà trois zones maintenant, et non plus deux. On a les opérations sous la température ambiante, qui vont nécessiter quelque chose de particulier. On a les zones qui sont entre le pincement et la température ambiante, et la zone qui est au-dessus de la température du pincement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au-dessus du pincement, c'est ce qu'on a fait ici, c'est qu'on peut soit apporter de la chaleur directement à partir de la vapeur haute pression pour couvrir tous les besoins, ou bien faire de la cogénération, c'est-à-dire apporter de la chaleur au bon niveau de température, et puis dès qu'on veut
fabriquer de la chaleur à un niveau plus bas, on peut profiter pour cogénérer de l'électricité en même temps que la chaleur. Donc ça permet déjà de gagner d'un point de vue exergétique et économique, bien sûr, en termes de coûts opératoires. On peut, si la chaleur disponible sous le pincement est à des températures assez élevées, insérer des systèmes ORC, donc les cycles organiques de Rankine, qui permettent de transformer cette chaleur en électricité. On peut également, et là on n'a pas trop le choix, mettre des groupes frigorifiques pour refroidir sous la température ambiante, mais seulement sous la température ambiante, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de mettre un groupe frigorifique pour refroidir quelque chose qui est à 50 degrés. Et puis, on peut utiliser des machines à absorption qui, eux, vont convertir de la chaleur rejetée en effet frigorifique sous la température ambiante, et donc qui vont permettre d'apporter ou de faire du froid sans dépenser de l'énergie électrique. Ensuite, on peut utiliser les pompes à chaleur, soit en tirant l'énergie dans l'ambiance, c'est-à-dire c'est les pompes à chaleur classiques comme ce que vous pouvez avoir chez vous, ou bien les pompes à chaleur procédées, c'est-à-dire c'est des pompes à chaleur qui vont profiter de la chaleur rejetée par les opérations du procédé pour apporter de la chaleur à plus haut niveau dans le procédé. Donc c'est ce qu'on appelle classiquement les thermofriopompes, puisqu'ils ont un effet double, un effet frigorifique et un effet calorifique. Donc, cette analyse nous permet de se guider et de s'organiser d'un point de vue systématique et méthodologique pour choisir les technologies et et essayer de comparer les technologies entre eux en termes de pertinence. Une fois qu'on a vu ça, on sait très bien où est la cible théorique. On connaît l'énergie minimale requise. On peut, grâce à ces systèmes de conversion, connaître l'exergie minimale requise pour le procédé. Et maintenant, il faut rester réaliste, c'est-à-dire que dans l'industrie, on a des contraintes, il faut en tenir compte. Ça va naturellement nous obliger à s'écarter de la cible théorique, mais on va le faire en connaissance de cause. Donc, les contraintes sont de nature procédé, technologique. Et donc, souvent, on a un équipement figé, ou bien des contraintes spatiales, ou bien un investissement qui a été fait il n'y a pas très longtemps, donc on ne va pas réinvestir. Donc, toutes sortes de contraintes. On peut discuter avec l'industriel pour voir quelles sont les vraies contraintes, quelles sont les fausses contraintes, parce que l'industriel, des fois, peut mettre d'abord la montagne devant et dire il y a une montagne, mais après on peut voir c'est peut-être une montagne de poussière et on peut l'enlever. Ensuite, il y a la réalité économique et celle-ci, elle est imparable, c'est-à-dire il faut trouver une certaine rentabilité. C'est bien beau de faire de la théorie et de dire voilà, je suis capable de produire avec telle quantité d'énergie, mais si ce n'est pas rentable économiquement, ce ne sera jamais intéressant. Donc, une fois qu'on a intégré les contraintes, il faut concevoir les solutions. Pour cela, il faut faire appel à de la modélisation. Il faut réaliser de l'optimisation exergo-économique ou technico-économique ou de l'économie, de la thermoéconomie en général. Donc, pour cela, il faut des outils d'optimisation, des outils d'intégration. Donc, donc Madame Gauvin a cité la plateforme CRS au début quand elle m'a introduite. Donc c'est une plateforme qu'on a développée dans le cadre d'un projet ANR et qui permet de réaliser ce genre de calcul. Tout ce travail-là permet de proposer des solutions avec leur schéma, avec des composants nécessaires et de faire une préestimation économique, donc les gains, les coûts, ainsi de suite. Une fois qu'on a cette liste de solutions, il faut les hiérarchiser. Donc on a les solutions les moins chères, donc c'est les solutions les matures
unitaires disponibles. Donc on va remplacer un procédé par un autre plus intéressant d'un point de vue efficacité énergétique. On a des solutions matures globales, c'est-à-dire c'est des solutions d'intégration où on va venir organiser une récupération d'énergie entre une opération d'un procédé et un autre. Souvent, c'est des technologies connues, mais nécessitent une réflexion plus globale, puisque ça impacte plusieurs opérations du procédé, et donc ça nécessite un aménagement un peu plus lourd. Et la troisième catégorie, c'est les solutions innovantes unitaires. C'est souvent des reconceptions du procédé. Souvent, c'est des solutions innovantes qui nécessitent un développement, un travail de R&D et peuvent constituer un investissement assez important. Donc, en résumé, on a les solutions qui sont plutôt à gauche, à droite, non, à gauche, c'est bon, qui constituent les solutions les moins chères, mais dans lesquelles les gains restent modiques, et puis les solutions innovantes qui sont les plus chères, mais là où les gains sont assez radicaux. Donc voilà pour la méthodologie. Grâce au développement de CRS et au soutien de Aven PME, on a pu mettre en place le club CRS, donc c'est un club d'utilisateurs de la méthodologie et de la plateforme, et donc on organise des formations pour les ingénieurs sur la méthodologie, et donc il y a une formation qui a lieu la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à nous demander si ça vous intéresse. Donc pour illustrer un peu l'apport de cette méthodologie, on va présenter un cas industriel concret. Donc c'est un travail qu'on fait en partenariat avec EDF R&D, et donc il s'agit de développement d'une pompe à chaleur à très haute température pour adapter au procédé de séchage. Donc pourquoi l'industrie du séchage, en général, qu'on retrouve souvent dans l'agroalimentaire et dans le papier et carton, parce que c'est un gisement qui est très important, qui n'est pas encore exploité aujourd'hui. Parce que si l'industrie pétrochimique a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années, et donc elle a réduit énormément sa consommation, l'industrie agroalimentaire et en moindre mesure papier et carton ont fait beaucoup moins d'efforts parce qu'ils ont moins de moyens et c'est des entreprises de plus petite taille et donc c'est une cible intéressante pour réaliser des gisements d'économie d'énergie importants. Il se trouve aussi que dans ces procédés-là, on a beaucoup d'opérations de chauffage de refroidissement et donc c'est des cas d'école pour la méthodologie que j'ai présentée qui sont assez intéressants. Donc, si on s'intéresse au procédé de séchage, aujourd'hui, dans un sécheur, on a un produit qui est asséché, dans lequel on doit apporter de la chaleur pour évaporer l'eau. Pour évacuer l'eau du séchoir, on doit renouveler l'air. Donc, on va apporter de l'air ambiant qu'on va chauffer, qu'on va préchauffer. Cet air ambiant va être soufflé dans le séchoir et donc évacué sous forme de buée à plus basse température et à plus forte humidité. Donc, si on regarde les chiffres classiques de conso, on a 1 kWh à peu près d'énergie, de chaleur par kilogramme d'eau évaporée, desquels il y a un tiers qui sont dédiés au préchauffage de l'air de renouvellement. Donc, comment on peut améliorer cette opération? On peut tracer le corps composite, là, comme j'ai expliqué plus tard. On peut voir déjà, là, c'est l'air de préchauffage qu'on va chauffer de la température ambiante à 120 degrés. Et on voit que les buées humides qui sortent, elles se refroidissent d'abord jusqu'au point de rosée. Et puis après, on a la condensation de l'humidité que se fait, d'où cette coupure dans la courbe. Et donc, ce n'est pas très compliqué de voir que à cet endroit-là, on peut intégrer un échangeur pour
récupérer de la chaleur sur ces buées-là. Ce que fait la plupart des industriels aujourd'hui. C'est quelque chose de très répandu et très classique. Donc cet échangeur qui est là récupère déjà 40% de l'énergie nécessaire au préchauffage. Donc il reste ces 60% qui sont là. Est-ce qu'on peut récupérer davantage ? Si on transforme les courbes composites que j'ai montrées tout à l'heure en grandes courbes composites, on a la courbe suivante. Donc on voit qu'il y a des besoins de refroidissement qui sont là et des besoins de chauffage qui sont là. On peut se poser la question d'utiliser une pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur, elle va utiliser une partie du besoin de refroidissement ici pour apporter de la chaleur à cet endroit-là. On voit que cette pompe à chaleur, elle a une zone ici verte assez importante, donc potentiellement des pertes exergétiques importantes. Donc si on illustre la pompe à chaleur, on voit qu'on a un évaporateur qui vient ici après l'échangeur, qui récupère la chaleur donc, à cet endroit-là, et un condenseur qui se met là pour préchauffer l'air. Donc, si on fait un calcul a priori avec un rendement exergétique fixé à l'avance, on peut se rendre compte qu'on peut assurer ces 0,6 MW moyennant 0,17 MW d'électricité. Comment réaliser cette performance pratiquement maintenant ? Donc, une fois qu'on a vu que c'est intéressant potentiellement, comment aller jusqu'à la solution technique ? Donc, dans un premier temps, on a vu qu'il y avait une zone verte importante, donc il faut déjà la réduire. Donc, on va essayer de s'en approcher le plus, et donc on va aller vers une zone où on est plus proche la courbe de la pompe à chaleur et la courbe du procédé. Donc, pour cela, on va essayer de développer ce type de pompe à chaleur. Il faut que le COP soit supérieur à 3,5 pour que ce soit intéressant. Et donc, ce challenge, c'est lié à cette évolution de température. Donc, si on regarde les contraintes, on a des contraintes sur le fluide de travail. Donc, il s'agit de respecter à la fois les critères environnementaux et de sécurité pour les fluides, mais aussi de compatibilité avec le niveau de température. Il y a aussi le cycle thermodynamique à choisir, et donc on voit qu'il y a plusieurs types de cycles possibles. Pour chaque type de besoin, on a un cycle optimal, entre guillemets, c'est ce qui est encerclé, et dans notre cas, c'est le cycle qui est en rouge, donc c'est le cycle transcritique. Donc une partie du cycle est au-dessus du point critique et une partie qui est en dessous. Donc après, on est allé voir est-ce qu'il y a des composants compatibles. Il faut rappeler qu'on cible une température à 120 degrés, ce qui n'est pas aujourd'hui commun ni classique pour les pompes à chaleur. En cycle transcritique, on n'a pas réinventé la roue. Il y a le CO2 qui existe déjà avec des cycles transcritiques, mais à beaucoup plus basse température, c'est-à-dire le CO2 permet d'atteindre jusqu'à 70, 80, 85. Par contre, c'est une chance qui est ce développement sur le CO2, puisque les compresseurs du CO2 peuvent être déroutés de leur fonction principale pour être utilisés pour ces applications-là. Et puis, il faut développer des échangeurs qui permettent de réduire l'écart de température entre l'air qu'on chauffe et le fluide. Et donc, une fois qu'on a identifié les composants et conçu les échangeurs qui vont bien, on a été capable de monter une preuve de concept de laboratoire de 30 kW, donc avec le fluide qui a été sélectionné, qui est le HFC 32. Et donc, cette pompe à chaleur a permis de répondre aux objectifs, c'est-à-dire en optimisant sa charge en fluide,
on a atteint quasiment 3,8 ou 3,9 en COP pour assurer ses besoins de séchage. Voilà, je pense que j'ai terminé. En termes de bilan de l'opération, on voit qu'on a gagné 27% au global sur le séchoir et 85% par rapport à l'opération de préchauffage elle-même. Voilà, donc je ne sais pas s'il me reste du temps pour les questions, j'ai peut-être tout utilisé. S'il y a une question, c'est encore possible. Tout le monde a faim. Ah, une question. Efficacité et le COP. Ah, on est autour de 50%. Très bien. Merci beaucoup, Assad. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'offre technique de l'ingénieur, notamment sur les questions d'énergie, nous avons une offre assez conséquente. Vous pouvez venir nous voir au stand K08.